Voilà, alors donc aujourd'hui, on va discuter de l'impact des plateformes dans l'écosystème agricole, en commençant par une intervention d'une vingtaine de minutes de Julien, que vous pouvez voir sur la droite de votre écran. Voilà. Julien, qui est sociologue, maître de conférence à l'ENSAT, et, euh, et donc qui va nous parler pendant une petite vingtaine de minutes. Après quoi, vous pourrez, nous sélectionnerons les questions que vous aurez pu poser ou commentaires que vous aurez pu poser dans le chat. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans le chat en haut à droite de l'écran. Et Jean-Baptiste et moi, nous ferons le tri des questions et nous les poserons à Julien. Et puis sur la deuxième partie du webinaire, nous allons faire une table ronde avec Catherine, fondatrice d'AgriÉchange, Michael d'Échange Parcelles et Marie de Quintessia. Sur voilà leur retour d'expérience à la rencontre de l'écosystème agricole, savoir comment ça s'est passé. Et vous pourrez bien sûr leur poser toutes les questions que vous pourrez avoir en lien plus ou moins avec le sujet du webinaire. Donc n'hésitez pas à intervenir, mais plutôt en gardant votre micro coupé, donc utilisez plutôt le chat en haut à droite pour les questions. Un tout petit mot sur l'association CoFarming, qui est une association qui regroupe des startups qui partagent avant tout un certain nombre de valeurs et de visions autour du collaboratif, un certain intérêt du digital. On pense que le digital peut valoriser et augmenter finalement l'efficience des processus agricoles existants. Hein. Une certaine ouverture d'esprit, volonté d'ouvrir aussi les frontières, les silos. Voilà, une vision de l'agriculture dans sa complexité, qui respecte aussi toutes ces réalités et aussi le côté peut-être entrepreneurial des exploitants. C'est quelque chose qu'on aime voir dans le monde agricole. Donc voilà, il y a pas mal de startups. N'hésitez pas à aller voir le site web de l'association CoFarming. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà, mais il y a pas mal de startups qui nous ont rejoints récemment. Donc, allez voir et n'hésitez pas, encore une fois, nous organisons un ensemble de rendez-vous one-to-one, donc vous pouvez vous inscrire sur la rubrique événements du site web. Si vous voulez prendre rendez-vous avec l'une ou l'autre des startups, n'hésitez pas, c'est toujours des discussions intéressantes. Voilà, et donc on va commencer avec Julien. Pendant une petite vingtaine de minutes. Donc, Julien, si tu peux activer ton micro, moi je vais arrêter ma présentation et puis comme ça, tu vas pouvoir présenter ton écran. Alors, du coup, comment est-ce que je mets le PowerPoint? Alors, en bas à droite, tu as présenté maintenant. Ouais. Alors, ceux qui ont un problème de son ou d'image, commencez par couper votre caméra. Ça pourra permettre de récupérer peut-être un tout petit peu de bande passante. Sinon, si vraiment c'est trop compliqué, nous mettrons l'enregistrement en ligne sur le site web de CoFarming qui vous permettra d'y accéder après le webinaire. Voilà, Julien, on voit ton écran, c'est parfait. Ah, super. Par contre, moi, je ne vous vois pas, hein. Non, bah écoute, c'est pas grave. Pas grave. Je me coupe. Ça aurait été plus sympa de vous voir, mais c'est pas grave. Ah bah peut-être, non, je crois que ce sera pas possible. Non, mais c'est Ouais. pas grave, t'inquiète pas. Allez, à toi. Hop, donc vous m'entendez bien? Très bien, très bien. Si tu veux, tu peux mettre ton micro un tout petit peu plus près de ta bouche, ce sera peut-être plus clair encore. Ouais, Voilà, hop, c'est parfait. voilà. Ok. Donc bonjour à tous. Tout d'abord, merci à Jean-Baptiste, Bertrand et Mickaël de m'avoir invité à présenter
mes travaux relatifs aux plateformes dans les mondes agricoles. Moi, on m'a demandé de faire une présentation assez générale sur les plateformes. Donc, j'ai repris le titre finalement de la table ronde, hein. Les plateformes vont-elles bousculer l'écosystème agricole? Et je tiens à souligner que c'est une présentation qui est faite avec la collaboration de Cédric Calvignac, Guillaume Fabre, Pierre Labarde, Geneviève Guyenne, François Purseigle et Paola Tubaro, des collègues avec lesquels je travaille sur les plateformes agricoles. Encore une fois, merci à CoFarming. Je trouve que l'initiative de CoFarming est vraiment très intéressante et tout le travail qui est fait autour est très stimulant. Pour commencer, je voudrais revenir un petit peu sur ce que sont les plateformes numériques de mon point de vue, ou à minima du point de vue de la théorie, notamment en économie. Donc, lorsqu'on parle de plateforme numérique, on ne parle pas de plateforme physique, hein. On ne parle pas de plateforme pétrolière ni de plateforme logistique comme les plateformes, par exemple Amazon du côté d'Amiens. Le meilleur exemple est certainement Mythique, hein, et la problématique des plateformes est toujours de mettre en relation deux types d'acteurs, hein, pour Mythique et pour un marché matrimonial traditionnel. Il s'agit de mettre en relation d'un côté des femmes avec des hommes. Et on est face à ce fameux problème de circularité, hein, puisque pour que Mythique vive et pour que Mythique se développe, il faut pour que les femmes viennent, pardon, il faut qu'il y ait des hommes, mais pour que les hommes viennent, il faut qu'il y ait des femmes, donc on est face à un problème de circularité. Alors ces plateformes, en fait, elles rythment notre vie au quotidien, hein, et les plus illustres, hein, sont certainement Amazon, Blablacar, Airbnb ou Uber, ou Le Bon Coin, et elles prennent finalement de plus en plus d'importance, hein, dans notre vie au quotidien. Et donc, elles nous interrogent sur notre manière de faire, sur les manières dont on échange, etc. Et d'autant plus avec cette crise du Covid, hein, puisqu'on voit par exemple qu'Amazon a augmenté ses profits, ou au moins son chiffre d'affaires de manière assez conséquente grâce à la crise du Covid. Au contraire, par contre, d'Airbnb ou d'Uber, mais on peut penser que cela se développera d'autant plus à terme. Alors, finalement, ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes reviennent à l'idée même de ce qu'est un marché et à l'étymologie même du mot entreprendre, hein. Le mot entreprendre, c'est lorsqu'on le décompose, c'est se placer entre pour prendre. Alors, pas pour prendre forcément, mais entre pour mettre en relation des acteurs. Et c'est bien ce que font les plateformes, hein. Elles se mettent entre deux types d'acteurs, hein. Par exemple, on peut penser à Quintessia ou à WeFarmUp qui se mettent entre des agriculteurs qui ont du matériel et d'autres agriculteurs qui veulent louer ce matériel. Donc elles se mettent bien entre pour mettre en relation, et c'est ça qui est intéressant. En fait, elles vont faciliter a priori les échanges. Alors, les plateformes numériques dans le secteur agricole, là, il y a un paradoxe que j'aimerais souligner, qui est que finalement, historiquement, l'agriculture est certainement l'un des secteurs les plus coopératifs, hein. Au moins depuis 70 ans, hein. On peut prendre en exemple la loi de 45 sur les CUMA, coopératives d'utilisation de matériel agricole, qui permettent aux agriculteurs de se regrouper pour acheter et pour utiliser du matériel agricole. Pourtant, en fait, le secteur agricole est certainement l'un des derniers dans lequel se diffusent les plateformes. Au contraire du bâtiment, hein, les plateformes se sont développées il y a plus de 10 ans. Au contraire, du logement, etc., etc. Au contraire de plein d'autres secteurs, finalement, le secteur agricole est l'un des derniers, alors que pourtant, historiquement, ça aurait dû être l'un des premiers de par sa propension à finalement à, à, excusez-moi, à être coopératif. Alors, lorsqu'on parle des plateformes dans le secteur agricole,
on va dire, l'une des principales plateformes, pardon, est certainement Agriconomy. Agriconomy qui se présente comme le Amazon de l'agriculture, a exactement le même template, la même forme, la même frame que Amazon. Hein. On voit bien lorsqu'on allume Agriconomy, enfin, lorsqu'on va sur le site d'Agriconomy, on voit exactement le même agencement des pages web. Et ce que nous avons fait avec mes collègues, oui. Julien, je t'interromps parce que il y a eu une interruption et il faudrait que tu que tu redémarres ta présentation. Ah merde. Alors, je sais pas trop si tout le monde la voit parce qu'elle est partie. Alors, en fait, si elle est encore là, pour ceux qui ne voient que Julien en plein écran, il faut cliquer sur la présentation en bas à droite. Pardon, en bas à droite. Sur la droite, vous avez la présentation et il faut cliquer sur la petite punaise. Mais sinon, dans le mieux, Julien, c'est que tu arrêtes la présentation en bas à droite. Je suis désolé. Tu Alors, arrêtes attends. la présentation et tu la redémarres. Alors, tac. Donc, arrêter le partage. Et Voilà. donc là, je redémarre, c'est ça? Oui, exactement, exactement. Je suis vraiment désolé. Non, pas de souci. Et tu me dis si ça marche, hein? Hop, partager, tac. Oula. Ah, c'est bien. C'est bien. Vas-y, tu peux continuer. Ça Merci. marche? Ah, Non, mais, non. ah oui, par contre, tu as redémarré à la première page de ton PowerPoint. Donc, tu peux redémarrer. Ouais, tu veux que je redémarre à partir de où? Là où tu étais, là où tu étais. On a juste perdu ton image une seconde. Hop, donc, voilà. C'est bon, j'y vais? Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Donc, comme je vous disais précédemment, en fait, en plus d'agroéconomie, il y a une diversité de plateformes. Et ce qu'on a fait avec mes collègues, c'est finalement de partir des problèmes concrets des agriculteurs. Hein, quelles sont les principales ressources qui sont nécessaires à leur travail? Et on a listé un certain nombre de questions, hein, le financement, l'achat ou la location de matériel, le recrutement de la force de travail, l'achat d'intrants ou de nourriture pour le bétail, la commercialisation, le conseil, la gestion des déchets et autres. Et en plus de notre connaissance du milieu et de notre participation à des événements tels que le Salon de l'agriculture ou des événements fantastiques tels que l'Eco-Farming Fest, nous avons été sur Google et on a posé des questions très simples, hein, location de matériel agricole. Par exemple, pour ce cas-là. Et qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on demande à Google location de matériel agricole? On obtient la liste suivante. Hein. En premier lieu, WeFarmUp, qui est une plateforme, VotreMachine.com, qui est une plateforme, AgriFR, qui est une plateforme, et bon, les pages jaunes, qui, à certains égards, sont une plateforme, mais on le verra après, ou on pourra en parler après, on élimine un peu de l'analyse. Alors, en ayant systématisé cette approche pour les différentes questions, hein, que ce soit l'achat d'intrants, le conseil, etc., on a répertorié on va dire début mars 2020, environ 116 plateformes, ce qui est quand même assez conséquent hein, pour le secteur agricole, répertoriées suivant les dimensions suivantes. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir la courbe de création, l'année de création de ces plateformes. On observe réellement à partir de 2012-2013 une augmentation assez forte de création de ces plateformes. Hein. En 2019, on était à 19 plateformes créées, enfin nouvellement créées. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir finalement le type de plateformes qui sont créées. Hein. Alors que avant 2015, majoritairement, il s'agit de plateformes type les pages jaunes ou type Le Bon Coin, donc des plateformes qui assurent uniquement le référencement et ou des plateformes qui sont centrées sur le financement. À partir de 2015, il va y avoir des plateformes, enfin de plus en plus de plateformes nouvellement créées ont pour ambition de réellement mettre en relation les acteurs, c'est-à-dire qu'elles vont assurer le suivi de la relation. Hein, par exemple, je pense ici à que ce soit AgriEchange ou
WeFarmUp ou votre machine.com, dans lesquels, en plus du référencement, il y a un suivi de la relation, c'est-à-dire qu'on se pose la question de l'assurance, se pose la question euh, euh, du déroulé du service, etc., etc. Donc, on va beaucoup plus loin que ce qui était fait avant dans le référencement et on se rapproche finalement de plateformes type Uber ou Airbnb. Et je pense que c'est ici une évolution fondamentale. Alors maintenant, rapidement, je voudrais aborder avec vous la question du développement des plateformes et je voudrais juste faire un tout petit retour, un tout petit point théorique. En fait, les plateformes, d'un point de vue économique, il s'agit de marchés très originaux en fait, hein. On les appelle en économie aussi marché biface. Pourquoi? Parce que, je l'ai abordé précédemment, l'enjeu est de garder à bord les acteurs du fait d'externalités intergroupes, hein. Pour reprendre l'exemple de Mythique, pour qu'il y ait des hommes sur Mythique, il faut qu'il y ait des femmes. Pour qu'il y ait des femmes sur Mythique, il faut qu'il y ait des hommes. On est donc face à un problème de circularité qui, pour les économistes, est résolu de manière assez simpliste par une tarification asymétrique, c'est-à-dire que, prenez l'exemple de Mythique, on ne fait pas payer ou presque pas payer les femmes, par contre, on fait payer les hommes. Alors, bon, je vous mets au défi de monter une plateforme relative au marché matrimonial en faisant cette structure de prix asymétrique, en ne faisant pas payer les femmes et en faisant payer les hommes, vous n'y arriverez pas. Allô? Ah, bon. Vous n'y arriverez pas tout simplement parce que au-delà de cette tarification asymétrique, il y a un véritable travail. Et c'est encore plus vrai pour les mondes agricoles, hein, qui sont traversés par une multitude d'organisations, de couches territoriales, etc. Et on voit vraiment dans quelle mesure les plateformes, tout du moins les plateformes agricoles, se développent en partant de leur territoire. Alors, par exemple, il y a la citation suivante, hein, qui illustre cela. Ouais, localement, parce qu'on avait bien maillé, si tu veux, les gens, ils ont besoin de confiance, hein. C'est ça qui est fondamental, hein, pour développer une plateforme, c'est la confiance. L'idée, quand même, c'est de démarrer sur une zone. À un moment donné, faire la France entière, ok, mais à un moment donné, il te faut de l'offre pour que ça te génère une demande, et les demandes génèrent aussi de l'offre, puis on monte comme ça, tu commences par une petite région, puis tu montes. Alors, j'ai plein d'exemples pour vous illustrer cela, j'en ai choisi un seul, l'exemple de la charrette.com, hein. On voit la charrette.com est située dans les Alpes et sur cette carte, il y a cette carte répertorie le nombre d'annonces par code postal sur la charrette.com. On voit bien que la charrette.com se développe à partir des Alpes et se diffuse petit à petit. Bon, cette carte n'est pas forcément d'actualité, hein, puisqu'elle était, elle était basée sur des données extraites il y a un an. Alors, la question qui nous anime aujourd'hui, enfin qui anime ce webinaire aujourd'hui, et les plateformes vont-elles bousculer l'écosystème agricole? Et ce faire, je voudrais aborder trois, trois dimensions successives. Premièrement, évidemment, il y a une compétition entre plateformes et ce que l'on appelle la logique du winner take all, hein, comme au poker, hein, celui qui gagne prend tout. Et un créateur de plateforme me disait, bon, écoute, tu sais, tu vois, dans le monde du numérique, tu te livres quand même des batailles et il n'y en a plus, il n'y en a plus qu'un qui reste après derrière. Mais c'est plus compliqué que cela, hein, surtout dans les mondes agricoles, des mondes fortement structurés par des organisations déjà en place, par les fameuses OPA, organisations professionnelles agricoles, et on voit aussi une compétition entre les plateformes et les OPA, et on voit poindre des oppositions, hein. Un créateur de plateforme me disait, j'ai pris la décision de ne pas travailler avec le CERF France. Ils sont traditionnels, ils continuent de fabriquer le monde agricole d'avant-hier. Ils n'ont pas un logiciel d'hier, mais d'avant-hier, hein. Et en parallèle de cela, il y a la problématique finalement des multiples couches institutionnelles que permettent a priori les plateformes de dépasser, hein, puisqu'elles ne sont pas enfermées dans ces carcans institutionnels et dans ces carcans territoriaux, hein. Et un créateur de plateforme me disait, le gros souci
c'est l'organisation territoriale. C'est la couche du cantonal, du départemental, du régional. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, du grain dans l'engrenage. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une opposition finalement irréductible entre ces plateformes et ces OPA, et même entre les différentes plateformes, c'est beaucoup plus complexe. Et co-farming en est l'illustration. Et c'est ici, et c'est cela qui est intéressant. On voit poindre beaucoup de coopération entre les différentes plateformes. Bon, tu sais, on galère tous à se déployer, à faire connaître notre solution. Donc, à un moment donné, quand on va parler un tête-à-tête, tant qu'à faire, autant que l'on parle de solutions à 3 ou 4, voilà, à 3 ou 4 plateformes différentes. Donc, on voit une coopération entre les différentes plateformes. Et on voit aussi une coopération entre plateformes et OPA. Un dirigeant de plateforme me disait, évidemment, maintenant qu'on a un partenariat avec le Crédit Mutuel, ça nous ouvre les portes du conventionnel. On nous regarde autrement. Les chambres d'agriculture commencent à nous contacter. Ce n'était pas le cas avant. Donc, on voit aussi des partenariats entre les plateformes et les OPA. Et je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est certainement les coopérations entre plateformes et OPA, notamment au sein de ce qu'on pourrait appeler des têtes de réseau telles que co-farming ou la ferme digitale. Hein, ce sont finalement des nouvelles instances de représentation politique qui ont pour but, qui ont pour mission de faire évoluer les règles. Hein. Un créateur de plateforme adhérent de co-farming me disait, le co-farming, l'idée c'est de créer un véhicule qui allait nous permettre de communiquer, de faire du lobbying à n'importe quel niveau de l'État sur ces nouvelles modalités d'organisation. Concernant la ferme digitale, un autre acteur me disait, aujourd'hui, on est plusieurs startups au niveau institutionnel. Ils reconnaissent la valeur de la ferme digitale, donc par rapport à ça, les médias, on a plus de visibilité si tu veux. Donc ces instances, que ce soit co-farming, la ferme digitale, ont pour ambition finalement de fédérer un écosystème constitué de plateformes, mais pas uniquement, aussi d'OPA. On voit les partenaires on voit dans les partenaires de co-farming ou de la ferme digitale, on voit des OPA qui ont pour but finalement de montrer comment on peut faire ensemble, comment on peut faire ensemble. Alors pour conclure, je voudrais revenir sur ce pari du faire ensemble. Finalement, il y a de nouvelles manières de faire. Hein. Ce que porte, à mon sens, et d'après ce que j'ai observé, Michael, Marie et Jean-Baptiste me contrediront peut-être, mais ce co-farming porte de nouvelles manières de faire ensemble. Il y a de nouveaux services créateurs, je pense, de valeur pour l'agriculteur qui touchent plein de dimensions, à la fois la location de matériel, à la fois la location d'espace, hein, ou de nouvelles manières de commercialiser, etc., qui permettent aussi de mettre en relation les agriculteurs avec d'autres agriculteurs, proches ou plus ou moins lointains, mais qui rencontrent les mêmes contraintes, et c'est ce point qui est intéressant. Et derrière des oppositions de façade qu'on pourrait, si on faisait une analyse simpliste, mentionner, on observe de multiples alliances avec les OPA. Et je pense que c'est ça qui est important. Il n'y a pas de compétition finalement entre les OPA et les plateformes, mais il y a vraiment des synergies qui se développent de plus en plus. Merci pour votre attention, et vous avez sur ce dernier slide un petit dessin qui avait été exécuté lors de la journée du co-farming en janvier 2019. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Alors, si certains d'entre vous ont des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, hein, en haut à droite. Là, il y a une première question. La création de valeur par les plateformes pour le monde agricole est-il avérée? A-t-il été mesuré? Oula, question un peu compliquée. Je ne sais pas si tu saurais répondre à ça.
Oui, c'est une excellente question. En fait, comme j'ai mentionné au début de au début de la présentation, on travaille avec plusieurs collègues, François Pursec, Jeanne Guyenne, Guillaume Favre, Paul Tubaro et Cédric Calvignac et Pierre Labarthe euh, sur cette question. Euh, pour réellement mesurer cela, il faut mener des enquêtes quantitatives et qualitatives, et c'est pour ça qu'on a fait une demande de financement auprès de l'ANR, et c'est aussi pour ça que on est intéressé à partager nos résultats et nos analyses avec tous les membres de Cofarming. Mais est-ce que tu penses, en fait, la question apparemment, c'est toutes ces nouvelles plateformes, donc elles arrivent et elles changent un petit peu la façon de travailler, par exemple l'économie, voilà. Et est-ce que au-delà de ces nouvelles façons, y a-t-il une vraie création de valeur? Un peu comme si on disait, bon bah voilà, Uber est arrivé, il a mis un gros coup de pied dans le monde des taxis, mais est-ce que pour autant, pour le monde des grosses villes, Uber est un bien ou est-ce que c'est pas le truc qui va nous pourrir en fait encore plus la circulation, quoi? Oui, oui. Alors, je pense qu'il faut différencier deux dimensions. Premièrement, il y a toutes les plateformes type. Alors, j'ai oublié le nom de la plateforme de ces plateformes, mais qui permettent, par exemple, de louer de l'espace, donc qui permettent aux personnes qui ont un bateau, une caravane, d'aller stocker, enfin d'aller déposer leur bateau caravane chez l'agriculteur. Donc là, à mon avis, il y a une nouvelle création de valeur parce que c'est une nouvelle opportunité. Hein. Il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir, une nouvelle plateforme s'est montée que j'ai rencontrée au salon de l'agriculture, permettait par exemple avait pour ambition de favoriser le fait que les consommateurs, que les particuliers aillent sur place et loge chez l'agriculteur. Après, en parallèle, il y a toutes les autres plateformes qui finalement font des missions traditionnelles, font ce que faisaient avant des CUMA ou d'autres types d'organisations. Et je pense que ce qui est important, c'est qu'elles ne vont peut-être pas rentrer en concurrence avec ces organisations traditionnelles, mais ce sera une nouvelle manière, par exemple, d'obtenir du matériel. Il y a d'un Hum, côté les CUMA, il y a d'un hum. côté le concessionnaire pour acheter un tracteur ou une moissonneuse, et puis de l'autre côté, il y aura la possibilité de louer, peut-être avec la prestation, comme le proposait le LinkedIn Farm, un nouveau matériel. D'accord. Euh, alors une question qui est posée par Pascal, est-ce que en fait la question sous-jacente, c'est est-ce que les agriculteurs sont en attente de ce genre de plateforme ou bien sont un frein, en particulier quand il s'agit de louer ou d'échanger du matériel agricole. Aujourd'hui, on voit que les plateformes qui existent pour ce genre de matériel, mais on va en reparler d'ailleurs avec Catasia en particulier, mais euh, est-ce que le monde agricole est prêt pour ces plateformes? Et finalement, dans les études que tu as pu faire des autres plateformes dans d'autres secteurs, est-ce que tu vois la même courbe de croissance des plateformes dans le monde agricole que ce qui a pu avoir lieu dans d'autres secteurs, un peu à l'image du coronavirus en France par rapport à ce qui s'est passé en Italie, quoi? Euh, Bah, alors pour te répondre franchement, je n'ai pas fait d'études aussi poussées sur d'autres secteurs. Moi, j'ai analysé durant mon travail de thèse une plateforme sur les marchés des programmes de télévision. Mhm. Mais et d'ailleurs, à ma connaissance, c'est l'intérêt de l'enquête qu'on fait avec les collègues. C'est la première fois que on étudie dans quelle mesure l'émergence des plateformes modifie finalement les manières de faire sur un secteur dans son ensemble, hein, sur le Hein. secteur agricole, hein, parce que souvent les gens vont étudier Uber, mais ils vont étudier que Uber. Ils vont pas prendre en compte les taxis ou les syndicats de taxis ou les VTC, etc. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des freins? Euh,
Là, je ne sais pas, hein, je rebondis encore une fois sur ce que je te disais, ce que je vous disais. Il faut qu'on poursuive notre étude, hein, quantitative et qualitative, donc à la fois aller voir les agriculteurs euh, euh, de manière assez longue et parler avec eux de cette nouvelle manière de faire, et aussi faire des études quantitatives à l'échelle de la France. Mais ce qui est certain, c'est que on a tendance à oublier trop souvent que les agriculteurs sont certainement l'un des premiers secteurs dans lequel le numérique s'est développé. Hein, Et le coopératif. et le coopératif. Donc, on peut penser que effectivement, il y a peut-être des freins. On n'a peut-être pas forcément envie de passer sa moissonneuse ou son tracteur à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais en même temps, ils sont habitués au coopératif, ils sont habitués au numérique, donc on peut penser que cela va se développer. Et ce que l'on voit, enfin, ce que j'ai l'impression de voir en ayant interrogé des créateurs de plateformes, finalement, c'est pas tant le fait de louer la machine, c'est la question de la confiance. Et D'accord. c'est celle-là qui est fondamentale. Qui va venir peu à peu. Ce que je te propose, c'est d'intégrer Catherine, Mickaël et Marie dans la discussion. Tu restes avec nous. Et on va. Alors, je ne sais pas si. Voilà. Vous pouvez activer vos micros, c'est parfait. Donc comme ça, vous allez pouvoir aussi réagir les uns les autres aux questions qui ont été posées. Typiquement, Michael, là, je te vois. Comment qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les agriculteurs sont prêts pour les plateformes? Ils nous attendent d'une certaine façon, ou bien il faut attendre encore quelques années? C'est quoi ton sentiment d'expérience? En fait, c'est une réponse un peu de Normand. Les agriculteurs, est-ce qu'ils attendent des plateformes? Non, plateforme pour plateforme, non, pas forcément. Ça va dépendre des services qu'on apporte dans la plateforme. Et là, clairement, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit sur des nouveaux services, des nouveaux produits, mais essentiellement, vu qu'on est sur du numérique, des nouveaux services. Et je pense que c'est cette notion-là. Et ensuite, la notion des nouveaux utilisateurs. On a des agriculteurs qui viennent d'arriver, qui sont sur une génération, qui sont très très à l'aise avec ces outils-là, et ils ont vécu leurs études avec ces outils-là, et quand ils arrivent sur le marché du travail, donc quand ils arrivent sur leur exploitation agricole avec cette casquette d'agriculteur, hein, avec un A majuscule, parce qu'évidemment il y a tous les métiers de l'agriculture, ils ont besoin aussi de retrouver ces outils-là, et là on doit leur offrir. Donc il y a la notion de plateforme, oui, mais il faut être sûr que on répond aux vraies attentes de nos utilisateurs, et puis ensuite cibler ces utilisateurs. Alors les jeunes, mais il y a aussi un bon nombre d'agriculteurs moins jeunes et qui sont présents sur nos plateformes, qui s'inscrivent, qui sont actifs, qui utilisent. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien là. Super. Pendant que tu as le micro, est-ce que tu peux, peut-être en une phrase, décrire quand même ton projet pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas Échange Parcelle? Alors, Échange Parcelle, c'est né ça a été mis en ligne en décembre 2016, donc on a 3 ans et demi maintenant, suite à difficulté sur les exploitations agricoles de parcelles éloignées. Moi, je suis agriculteur, j'ai cette problématique. Les échanges, ça s'est toujours fait, c'est historique, entre agriculteurs, on se tapant dans la main, mais fallait-il connaître les agriculteurs qui avaient la même problématique en réciprocité? Moi, je me suis dit, autant utiliser la puissance de l'outil Internet pour mettre en relation. Donc, on est véritablement mis en relation sur une problématique parcelle éloignée. Donc, on est typiquement sur un mythique des parcelles agricoles. Les volontaires s'inscrivent. Nous, on est là pour créer des matchs, les mettre en relation, on recrée du lien. Et puis ensuite, comme mythique, on ne sait pas ce qui se passe, est-ce que la négociation aboutit ou pas. Mais notre objectif, c'est vraiment recréer du lien. Merci. Catherine, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es là? Oui, oui, je suis là. Salut Catherine. Alors,
toi, tu es la fondatrice de AgriÉchange. Oui. Tu es un petit peu la monnaie locale de l'agriculture, en fait. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement ta startup et répondre à cette question enfin, quel type, quand tu as créé AgriÉchange, quel type d'accueil tu as eu de la part des institutionnels, des coopératives? On a pas mal de questions qui sont posées dans le chat sur savoir si les coopératives, par exemple, ont tendance à plutôt garder une main de fer sur le système agricole ou bien d'accueillir des initiatives comme la tienne avec bienveillance et curiosité. Ok, donc voilà, je me présente Catherine Rabier, je suis cofondatrice d'AgriÉchange. Donc on a cofondé avec mon frère Jean-Michel Rabier, qui est agriculteur en Haute-Marne. Donc AgriÉchange, c'est une banque d'entraide en ligne, une plateforme d'échange de travaux, matériel, main-d'œuvre. Donc ça peut être aussi de l'échange location de matériel, mais sans sortie de trésorerie. Donc effectivement, les agriculteurs ne se payent pas en euros, mais ils se payent en échange d'un autre service. Alors, tout l'intérêt d'AgriÉchange, c'est la triangulation, c'est-à-dire je suis allée faire un travail chez un autre agriculteur, il ne me payera pas en euros, mais en échange d'un autre service, mais ça pourrait être à quelqu'un d'autre, parce que moi, je ne suis pas forcément intéressée par son matériel. Donc, c'est grâce à une monnaie interne qu'on a appelée AgriEuro qu'on peut faire ça. Donc, voilà, l'idée vient de mon frère qui avait constaté que les charges de mécanisation étaient beaucoup trop élevées pour faire face à la concurrence mondiale. Donc, c'est pour ça qu'on a créé AgriÉchange pour baisser les charges mécanisation, qui était un des derniers leviers possibles d'actionner pour baisser les coûts de revient et rester compétitif. Et alors, comment vous avez été accueillis dans ce monde Ouais. Alors, par rapport au monde des institutionnels, alors nous, on a associé tout le monde, en fait, dès le démarrage, localement, que ce soit les partenaires institutionnels, les CUMA, etc. On a mis un peu tout le monde autour de la table et on va dire que au niveau coopératif, etc., on a des partenariats en cours. Donc, l'accueil est franchement favorable. Le projet est bien perçu et on est complémentaire par d'autres services qui sont proposés pour la baisse des charges mécanisation, comme les CUMA, etc. Et on est aussi complémentaire par rapport aux partenaires institutionnels qui sont intéressés pour, en tout cas, informer sur notre plateforme et puis travailler avec nous. Bon, c'est super, c'est plutôt de la bienveillance et un bon accueil. Marie, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si ta caméra… Oui, salut Marie. Alors, par contre, ta caméra n'est ta caméra n'est pas activée non plus. Donc Marie, qui est fondatrice de Quintessia. Voilà. Tiens, si tu arrives à le mettre horizontalement, c'est encore mieux, comme ça on te verra un petit peu mieux. Hop, super. Ah ok, nickel. parce que moi je me voyais pas, donc j'arrivais pas à voir ce que… Voilà, c'est parfait. Ça va Ça va parfaitement. Et donc, si tu peux décrire très rapidement Quintessia et puis aussi, donc ça fait pas très longtemps que Quintessia a attaqué entre guillemets le secteur agricole. Quelle est ta perception finalement de l'accueil que tu as pu avoir? Est-ce que tu as le sentiment de bousculer? Est-ce que tu as le sentiment de gêner? Ou au contraire, ça se passe plutôt bien, ton retour d'expérience? Oui, très bien. Alors, donc Quintessia, ça existe depuis 2018. Donc, on n'est pas depuis longtemps dans l'agricole, mais on n'est pas depuis longtemps. On n'est pas là depuis longtemps tout court. Quintessia, c'est une marque d'une filiale du groupe BNP Paribas, qui est BNP Paribas Leasing Solutions, dont le métier principal est de financer des biens d'équipement aux entreprises, et en particulier et en majorité même dans le monde agricole. Donc, à ce titre-là, on est au cœur de l'écosystème entre le financement des ventes des constructeurs, de leur réseau de distribution, et au bout, nos locataires sont des entreprises agricoles. Donc, on a constaté que les comportements d'achat évoluaient et qu'on devait adapter notre offre de service. C'est de là qu'on a décidé de créer Quintessia, cette marque indépendante, qui est une plateforme de location et de vente de matériel utilisé, donc sur laquelle les entreprises qui ont du matériel disponible, on va dire, peuvent le proposer à ceux qui en cherchent. C'est le mythique de la machine agricole, on va dire. Et donc, concrètement, on a aussi bien des entreprises utilisatrices
que des concessionnaires ou des loueurs qui proposent des matériels sous forme de petites annonces à des entreprises qui en recherchent. Donc voilà pour le concept. Pour l'accueil, forcément, c'est un peu, on va dire, c'est innovant, donc un peu une révolution. Il y a des gens qui accueillent ça avec enthousiasme, d'autres qui sont plus réticents. On va dire que majoritairement, les gens sont quand même enthousiastes. Pour nos grands partenaires, par exemple, et les réseaux de distribution qui pourraient voir ça comme une nouvelle concurrence, le considèrent plutôt comme un phénomène de consommation qui arrive et qui de toute façon est inévitable et recherchent plutôt des opportunités, c'est-à-dire comment je peux moi aussi tirer parti de ce phénomène qui est en marche. En fait, majoritairement, ils ne contestent pas le fait que le monde des plateformes, que ce soit dans l'agricole, mais aussi dans le monde tout court, les plateformes font partie de notre quotidien. Donc là, il y a quand même un consensus qui se fait, même si, voilà, à la marge, il y a toujours des gens qui peuvent y redire, mais voilà, globalement, je dirais que l'accueil est positif et que les gens se laissent aussi facilement convaincre qu'il y a des opportunités à chercher plutôt que d'essayer de lutter contre le phénomène, ce qui paraît pas vraiment réaliste puisque l'usage est déjà là. Alors, il y a plusieurs questions dans le même ordre d'idée. Quelqu'un pose la question de savoir si Cartesia est un peu comme Agri-Affaires, et une autre personne pose la question de savoir si il n'y a pas une multiplication de plateformes ces derniers temps qui nuit un petit peu à finalement l'adhésion que peuvent avoir les agriculteurs. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que dans co-farming, on n'a pas d'exclusivité par startup. C'est-à-dire que potentiellement, il peut y avoir deux startups qui sont concurrentes dans co-farming et on essaye d'avancer ensemble parce qu'on croit que il y a des choses à trouver, à travailler ensemble. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a trop de plateformes? Est-ce que il faut que, comme dans Highlander, il faut qu'il n'y en ait plus qu'un à la fin? Alors, juste avant de te répondre, il y avait une question sur le fait que le crédit mut n'est pas une OPA, enfin une remarque, et effectivement, le crédit mut n'est pas une OPA. C'était juste un exemple que j'avais pris comme cela. Et est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup de plateformes, c'est un frein ou pas? Mais je ne pense pas. Et là, on est sur la particularité des systèmes agricoles, alors que pour la location, on peut penser qu'il n'y aura qu'un Uber, ou enfin, il n'y aura qu'un Airbnb, et pour les VTC, il n'y aura qu'un Uber. On peut se dire que finalement, c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs plateformes de location de matériel. Quoi qu'il en soit, et c'est un peu le credo de co-farming, le fait d'être à plusieurs, ça permet sur chaque territoire, on l'a vu, hein, Marie est par exemple basée à Paris, Agri-Échange plutôt dans la Marne, etc. Chacun diffuse finalement l'idée des plateformes sur son territoire, et on peut penser que ça participera à diffuser ce nouveau modèle. Michael, ouais, pardon, vas-y, Marie, tu voulais? Oui, juste ajouter pour répondre à la question, qu'est-ce qui nous distingue aussi d'Agri-Affaires et la multiplicité des plateformes? Bien sûr, les initiatives, il n'y aura peut-être pas autant de plateformes qui perdureront dans le temps, et chacune essaye aussi de se distinguer, d'avoir un créneau particulier. En ce qui nous concerne, par exemple, par rapport à Agri-Affaires, on va au-delà de la petite annonce de vente, puisqu'on propose également et même majoritairement de la location, et on gère aussi le paiement en ligne, ce que ne fait pas Agri-Affaires, qui se contente de mettre en relation. Donc c'est par exemple une des différences que l'on a, et nous sommes aussi sur 4 marchés, l'agricole, mais aussi le transport, le BTP et la manutention. Donc, on invite tout le monde à tester les deux pour voir lequel marche mieux. Michael, tu penses quoi, toi, de l'accueil des OPA par rapport aux startups? T'as eu un accueil particulier?
Bon, j'ai un avis sur le sujet, évidemment. Donc moi, sur mon domaine d'activité qui est le foncier, mise en échange, donc voilà, c'est un nouveau service parce que ça n'existait pas, même si le foncier, tout le monde connaît la structure historique, la SAFER, mais qui est sur le domaine de la propriété, alors que moi, je suis sur le domaine de l'usage. Je propose des échanges, que ce soit un propriétaire, un exploitant, peu importe. Donc, j'ai pas vraiment eu la notion de concurrence sur ce domaine-là. Mais moi, quand même, j'entends, je vois témoigner des start-upers qui nous disent quand même, c'est quand même un peu timide. C'est un peu timide. On voit bien que les organisations historiques, le système, l'écosystème agricole, bon, il y a un historique, il est constitué depuis de nombreuses années, il a fait la preuve de son fonctionnement par le développement de filières, d'organisations. Enfin voilà, c'est un système qui est relativement puissant, qui est fort. Le modèle économique a très bien fonctionné jusqu'à présent. C'est un modèle qui est établi, mais il est clair que aujourd'hui, il faut qu'on soit nettement plus dans l'agilité quand on voit le modèle économique actuel. Et le mode de gouvernance de nos organisations historiques, elle est un peu perturbée aujourd'hui parce qu'il y a une organisation qui est plutôt assez lente, qui a certainement fait ses preuves jusqu'à présent. Et nous, on arrive avec un système totalement différent, un mode de fonctionnement très agile, dans la réactivité, et on est parfois plus qu'observé. Et moi, je m'observe que nos organisations historiques professionnelles, d'abord, dans un premier temps, elles nous observent. Ça peut être très long, l'observation. Et puis, une fois qu'on a fait nos preuves, 1 an, 2 ans, voire 3 ans de présence, donc, et bien là, il commence à y avoir des rapprochements intéressants. Et là, on commence à parler sérieusement de partenariat. Et là, on peut peut-être apporter des solutions, nous, les startups, aux organisations historiques. Parce que le mode de gouvernance, il ne changera pas comme ça. Leur réactivité, elle ne changera pas comme ça. Par contre, nous, on peut être la petite structure en partenariat qui vient peut-être les aider à changer les systèmes, à faire évoluer le modèle avec une organisation un peu externe. Et donc, on peut être catalyseur de ce nouveau modèle un peu plus dans la réactivité, dans l'interactivité. Donc, moi, je pense que c'est que du gagnant-gagnant et il faut démystifier, quoi. Voilà. L'ubérisation, on n'en a pas parlé. On a parlé de l'outil Uber. Certains ont peur de l'ubérisation avec nos plateformes. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Ce n'est pas le sujet. Mais par contre, on est là pour apporter des nouveaux services et on doit le faire avec les organisations historiques. Oui, ce que tu dis, c'est que les startups, pour se développer, ont besoin des coopératives, ont besoin des OPA, et qu'il ne faut pas avoir peur au départ d'être un petit peu bousculé. Ça change un peu les habitudes, c'est sûr, ça fait peur, mais dans le court moyen terme, on a moyen quand même d'apporter beaucoup, et notre but, c'est d'apporter aux autres plutôt que de détruire la valeur des uns et des autres. C'est évidemment, c'est du gagnant-gagnant. C'est super. J'en profite pour dire que Jean-Baptiste, tu voulais qu'on parle du CER, c'est ça? Oh, ouais, enfin non, enfin oui et non, c'est ça. En fait, j'en profitais pour dire que comme on arrive un peu à la fin et finalement on évoque pas mal de questions et de cas, pour rappeler aussi que demain, ce sera justement une illustration dans le webinaire de demain sur une collaboration à plusieurs partenaires. On ne fera pas de jeu de mots d'ailleurs, mais à plusieurs partenaires, dont le CER France Brocéliande. Qui collabore justement avec des startups du co-farming pour tenter justement de faire ce que Mickaël disait, d'essayer de bouger ses lignes en interne vis-à-vis de ses clients, essayer de faire aussi quelque part un petit peu sa mutation, puisque c'est ce que dit Mickaël, quelque part, toute structure, et même pour les agriculteurs, on est dans nos habitudes. Et la difficulté, c'est de sortir de ces habitudes pour aller chercher finalement les petites différences qui font que ça répond à un vrai besoin. Mais nos habitudes nous disent, bon, on est bien comme ça, pourquoi on bougerait? Donc demain, voilà, c'est pour faire le clin d'œil par rapport à demain. Voilà. Ça marche, merci Jean-Baptiste. J'en profite de cette interlude pour remercier la Banque Populaire et le village Baïséa, là, dont vous voyez le logo en haut à droite. Il n'est pas là pour rien, c'est parce qu'ils nous ont aidés financièrement dans l'organisation de ce webinaire et dans le fonctionnement de l'association Co-Farming. Donc merci à eux. Il y a une question qui vient d'être posée qui est intéressante de Pascal. Peut-être que Marie, tu peux y répondre. Comme Julien l'a dit,
la confiance est au cœur des plateformes en fait. Un agriculteur, il va décider d'utiliser Quintessia lorsqu'il aura confiance que ça marche. Et pareil pour n'importe quelle plateforme. Et finalement, est-ce que les partenariats qu'on peut nouer avec les OPA est une manière d'augmenter cette confiance ou pas? Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Oui, bah, je pense que effectivement, donc la réponse, est-ce que la confiance dans les plateformes est fondamentale? Je pense que oui. Si on refait le parallèle avec les plateformes que tu as citées, Airbnb, Uber, etc., on sait que voilà que c'était capital aussi pour leur démarrage. Et est-ce que la caution, on va dire, ou les partenariats avec les OPA aident? Bien sûr, puisque voilà, ça agit un peu comme une caution, mais de même que le fait de proposer de l'assurance rassure, le fait de voir que c'est utilisé. Il y a vous savez, sur les plateformes aussi, on peut se noter les utilisateurs, noter le service. Le fait de voir qu'une plateforme est utilisée, je trouve un agriculteur ou un prestataire qui propose ses biens, je vois qu'il a des bons commentaires. Donc ça, on peut aussi faire le parallèle dans nos habitudes de consommation. Ça me donne confiance. Ce sont des commentaires de gens que je ne connais pas. Mais dans le mois qui précède, il a fait 50 affaires et que les 50 personnes sont satisfaites, ça rassure. Donc voilà, je pense que la réponse est oui, mais c'est un élément parmi d'autres qui font qu'une plateforme va remporter l'adhésion et rassurer les utilisateurs. Catherine, est-ce que tu es revenue parmi nous? J'ai vu que tu as eu un problème technique au milieu. Non, c'est bon, je suis là. C'est bon. Qu'est-ce que tu en penses? La partie confiance, c'est très important pour AgriÉchange. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu avoir avec les OPA? Oui, alors par rapport à ça, effectivement, quand on démarre, si on a un partenariat avec une OPA, bah, ça, je pense, ça permet de gagner la confiance des agriculteurs. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a autant d'avis que d'agriculteurs. Donc, tout dépend de l'OPA avec qui on est partenaire. Et donc, certains agriculteurs vont dire, oh là là, cette OPA, je l'aime pas, donc j'ai pas envie. Voilà. Et par contre, d'autres vont être très rassurés. Donc, voilà, effectivement, c'est intéressant de ne pas être exclusif parce qu'on perd une partie de la clientèle. Ça marche, merci beaucoup à tous. On arrive à la fin de cette heure de webinaire. Je rappelle aux uns et aux autres qui n'étaient pas là au début que, en parallèle, nous organisons des rendez-vous particuliers avec les différentes startups. Donc, si vous voulez continuer la discussion avec Catherine, Marie, Michael, Jean-Baptiste ou n'importe quelle startup de co-farming, rendez-vous sur le site co-farming, rubrique événements. Voilà, il y a Mélanie qui nous partage le lien dans le chat et vous avez un petit formulaire qui vous permet d'organiser ce rendez-vous. Ce sera un grand plaisir pour chacun d'entre nous d'avoir une discussion avec vous. Merci infiniment pour votre attention. Je vous rappelle qu'il y a un deuxième webinaire demain et un dernier jeudi. On espère que cette formule vous intéresse et vous plaît. Si c'est le cas, dites-le nous par Facebook, Twitter, LinkedIn. On est toujours heureux d'avoir du feedback. À très bientôt. Merci aux uns et aux autres. Merci Julien. Et nous partagerons donc la présentation de Julien et l'enregistrement du webinaire sur le site web. Donc si vous en avez manqué un bout, n'hésitez pas à aller sur le site web. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Bertrand.